population cloud. Ils sont en réseau. Ils sont en réseau et les postes du réseau, c'est les oasis. En fait, si vous le regardez en tant qu'oasis, ils sont toujours là. Donc ils ne bougent pas. Donc en fait, les nomades locaux peuvent être des sédentaires globaux. Vous êtes d'accord? C'est juste le début de la course, faites attention. C'est le travail de préparation. Bon. Alors, et pourquoi ces peuples sont gênants pour les autres qui ne le sont pas? C'est parce que quand on les rejette d'une oasis, ils reviennent par l'autre. On va faire un petit tour ailleurs, ils reviennent à l'oasis, parce qu'en fait c'est le réseau. Donc, ce réseau-là est très important pour se rendre compte que c'est la même chose dans la configuration arménienne. Donc le premier réseau qui s'institue de façon plus stable, c'est le réseau des châteaux. Voilà. Alors, les réseaux des châteaux, c'est un peu comme en Occident l'aspect médiéval. On a l'aspect aussi bien oriental qu'occidental avec le château byzantin, mais par hasard, vous allez en Artsakh et vous allez voir Tigranakert. Vous êtes un plouc de service, donc en gros, vous êtes de la capitale, vous allez là-bas, vous dites, tu parles, il n'y aura rien encore. Mais quand vous entendez que quand même il y a Tigranakert, vous avez un petit problème, parce que devant il y a Tigran. Vous dites, bah, ils ont dû l'appeler symboliquement, c'est pas possible. Mais en fait, c'est un point d'ancrage. Et donc, des décennies et des siècles après, c'est un point de référence. Où c'est qu'on place les châteaux? Est-ce que vous connaissez, vous, des châteaux qui sont placés à des endroits non stratégiques? Ah. Alors, donc vous allez voir que ça ressemble à une sorte de jeu. Si vous prenez un personnage et vous le mettez sur une route, c'est quoi pour vous? Un voyageur. Alors, ça peut être un voyageur, s'il est stable sous la route. Une borne. Une Borne. Non, je parle d'un personnage. Il est humain. Il est figé. C'est figé. Non, il n'est pas figé. Il est pas figé. Il attend quelqu'un. Vous êtes trop dans le positif, vous êtes trop innocent. C'est un brigand. Un brigand de grand chemin. Ah oui. Alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait que les gens vont passer, donc il attend. Et si personne ne passait, il ne resterait pas là. Vous êtes avec votre voiture, vous nettoyez vos essuie-glaces. Vous dites quand même, ils sont encore là. Et bien sûr. Parce que c'est très simple. La seule façon qu'ils passent, c'est que personne ne donne l'argent. Donc finalement, là, vous êtes embrigadé par des brigands officiels qui vous lavent le pare-brise. Donc vous corroborez, vous allez dans le même sens. Tenez. À partir du moment où vous démarrez et vous donnez, ça veut dire que quelqu'un va rester. Bon. Donc la même personne maintenant. Essayez de réfléchir de façon plus dynamique. Si vous êtes sur un chemin, ça peut être un brigand. Si vous êtes dans une église, c'est un moine. Le même. Hein. Si vous êtes dans un château, c'est un chevalier. Mais si vous réfléchissez, dans cet espace où sont trois entités complètement différentes, en fait, c'est un espace de contrôle. Est-ce que vous connaissez, vous, des monastères qui sont placés à des endroits non stratégiques? Aucun. Des églises, oui. La différence. Donc une église, elle est placée à un endroit accessible. Donc ça va être dans les premières victimes. Oui, parce que l'idée, c'est que tout le monde vienne. Bon, alors, si tout le monde vient, bah, vient aussi celui qui veut la brûler. Bon, le monastère, il faut déjà savoir où il est. Souvent, ils sont bien planqués. Et pour y aller, il faut quand même croire en Dieu. Hein, parce que là, quand même, c'est... Bon, voilà. Surtout là où vous voyez vraiment ces gens croient en Dieu, c'est, oui, c'est là. Et vous voyez le monastère, et après, il vous dit, on mettra 5 heures. Alors vous avez l'impression que c'est à côté. Hein. D'un seul coup, vous voyez, il y a le super ravin, l'autre ravin. Donc, on a comme ça des monastères aussi en Grèce, il y a écrit devant 953 marches. Ça calme tout de suite. Hein. Voilà. Alors, des fois, vous avez l'impression que c'est pour aider le voyageur, en fait, c'est pour le prévenir. Surtout quand les marches descendent.
Parce qu'après, il faudra les remonter. Oui, mais essayez de réfléchir maintenant. On croit souvent que le fait d'être au fond, c'est moins valable que d'être en haut. Il faut bien vous rendre compte que vous allez plus facilement vers le haut en sachant que vous allez redescendre que vers le fond en sachant que vous allez remonter. Il y a des monastères qui ne se voient que d'en face. Donc, c'est quasiment en coteau. Vous voyez, la montagne monte. Le monastère, il faut prendre un chemin pas possible, arriver juste là. Si vous êtes dans cette région, vous ne voyez rien. Maintenant, il faut aller en face, sur l'autre montagne, l'autre versant, et vous voyez le monastère. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que vous remarquez, c'est que les autochtones, les monastères, les forts, châteaux forts, etc., les tours, se placent toujours sur des endroits stratégiques. Donc maintenant, il faudrait se dire, c'est ça le retour de bâton, c'est que si on veut protéger les peuples autochtones, ce serait quand même bien d'utiliser de la stratégie. Parce que ça fait des siècles qu'ils le font. Or, nous, on se dit, ah, c'est vrai, la stratégie dans les droits de l'homme, qu'est-ce que ça peut faire? C'est nouveau. C'est tellement nouveau que ça fait des siècles que ça dure. Parce que quel est l'autre problème? C'est que si vous n'avez pas de stratégie, la stratégie c'est quoi? Pour vous, c'est quoi la stratégie? C'est préparer des choses de manière intelligente, quand possible. Oui, mais c'est pas ça. Anticiper. C'est pas ça non plus. Ça, c'est un business plan. C'est le meilleur moyen de faire une chose, Non, qu'elle soit efficace. non, Préparer des plans de guerre. La dissuasion. Oh, alors, non. La dissuasion, c'est un peu mieux, mais c'est simplement une catégorie. d'accord. La dissuasion. Ah oui. Préparer des plans de guerre. Non, non, non. Comment arriver à son Une objectif. stratégie. Non. Tactique. Vous voyez, là, vous n'êtes pas innocent, maintenant vous êtes coupable. C'est comme une tactique. Parce que la stratégie a été faite pour nous. La stratégie, c'est l'art du faible pour vaincre le fort. Et oui, parce que si vous faites un affrontement frontal avec quelqu'un de fort, c'est très simple. Hein. Ah oui, oui. Votre front va y passer. Oui, oui, oui. Or, vous devez trouver une technique différente de simplement la confrontation. Et bien ça, les peuples qui sont faibles en termes de nombre, de personnes, de quantité, eh bien, utilisent des techniques de stratégie pour résister. Oui, oui, bien sûr. Quand on a dit à un moment que l'Arménie c'était le bouclier de la chrétienté, ben, c'est pas pour rien. Mais le problème c'est qu'il y en avait combien d'Arméniens? Ils étaient combien? Ils étaient 200 millions? Mais non. Ils étaient 3 pelés intendus depuis le début. Donc ce qui est intéressant, je parle maintenant pour les plus jeunes, si vous êtes 3 pelés intendus depuis des siècles et vous êtes encore là, c'est que vous avez quelques techniques quand même. Hein. Parce qu'il y en a qui sont plus nombreux que nous, qui sont plus là. Voilà. Donc il ne faut pas sans arrêt vous plaindre, alors que vous avez l'outil. Vous êtes d'accord? Oui, il faut penser avec l'humour. Le fait qu'on soit si peu nombreux et qu'on soit si faible, normalement on devrait avoir un certificat de mortalité. Or, on est vivant. Ayant subi un génocide. En plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vous rendre compte, le pire, c'est pour les barbares, c'est pas pour nous. Le mec, il veut éliminer, il se dit, ben voilà, c'est bon, il en reste plus 3. C'est 3 pelés intendus. Ils sont encore là. 100 ans après, ils sont en train de faire une commémoration. Il va me le faire. Hein, l'autre disait qu'on s'en souviendrait plus, on continue à s'en souvenir. On continue à emmerder les autres. C'est vachement fort, ça. Ça, c'est beau. Et ça, c'est de la stratégie. C'est pas simplement, voilà, je suis victime, pleurez-moi. D'abord, les victimes qui pleurent, ben, au bout d'un moment, elles finissent par s'arrêter de pleurer. Alors que les victimes qui réfléchissent, ben, reste vivant. Bon. Donc, on est dans une région point triple, avec des châteaux, avec des monastères, avec des autochtones, et de temps en temps, on a des passages. Donc, finalement, être autochtone, maintenant, ça veut dire quoi? On peut dire ça? Quelqu'un vous aide. La vie du public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être autochtone?
Être originaire du pays. Être de là. C'est vrai, mais ça, vous allez être d'accord après, c'est que vous êtes, c'est une ontologie. Vous voyez? C'est pas une téléologie. C'est votre nature. Moi, ce que je voudrais, en fait, c'est votre but. Bah, occuper une territoire astral. Non, il faut faire attention au vocabulaire, surtout pas occuper. Faut résister. C'est mieux résister. C'est que le passager reste passager, ne revienne pas en autochtone sur nous. Ça, c'est bien, ça c'est mieux, ça. Moi, je l'aime bien. C'est vivre là-dessus. Non. Parce que si c'est vivre, tu vas mourir. Perpétuer dans le sens de vivre et perpétuer. Non. Survivre. C'est mieux, mais c'est faible. Toi, je me souviens de toi. Moi aussi. C'est bien. Exister. Non, vous êtes en train de devenir plus faible. Rester organisé dans son propre pays. Voilà, ça c'est déjà mieux. Ça veut dire en fait, finalement, on va le dire plus populaire, c'est de ne pas mourir. Et oui, parce que si vous mourrez à chaque passage, ça ne s'appelle plus autochtone, ça s'appelle éphémère. Et oui. Donc ce qu'il nous faut, c'est justement cette permanence qui provient de la capacité à ne pas mourir malgré le passage. Finalement, ça va être quand même un peu perturbant pour vous là maintenant, mais bon, je vais le dire quand même. En réalité, c'est la capacité à être immobile quand tout le monde bouge. Et vous allez vous rappeler d'un seul coup que sur une certaine place à Constantinople, on les a arrêtés certains parce qu'ils étaient simplement immobiles. Juste immobiles. On va se dire quand même en France, être immobile. Bon. Et voilà. Parce que c'est un signe, ça. C'est un signe. La capacité à être immobile, ça veut dire quoi? Si je vous dis simplement immobile, vous dites ça c'est négatif, vous êtes d'accord? En fait, c'est la capacité à traverser le temps. Donc, il y a seulement le voyage immobile qui permet de traverser le temps. Le voyage immobile traverse l'espace. Or, un peuple autochtone va se définir comme un traverseur de temps, et pas un traverseur d'espace, puisqu'il est encore là. Parce que sinon, on pourrait l'appeler retardé mental, d'accord? On pourrait se dire, comme ça fait des siècles que vous êtes au même endroit, il y a toujours un problème, vous êtes encore là-bas. Mais parce que c'est des peuples qui traversent le temps. Donc, on pourrait dire justement qu'un peuple autochtone, c'est un peuple du temps, et pas un peuple de l'espace. Et vous allez vous rendre compte que quand on définit la notion de sédentarité, on la définit par l'espace. Ce qu'on veut dire, c'est quelqu'un qui a un champ, un endroit où il va rester. Ça, c'est après. Le problème, c'est la volonté. Donc pourquoi on reste dans ces régions? Eh bien, on reste dans ces régions parce qu'on a un point de contact avec chaud et froid, et avec mer et terre. L'Arménie, c'était quand même le pays des trois mers. Trois mers. Donc ça veut dire, en termes de réflexion, que les premiers territoires occupés à libérer, c'est cela. C'est votre propre cerveau. Parce que c'est inadmissible que l'Arménie n'ait pas de mer. Inadmissible. Or, vous allez me dire, oui, c'est un fait, Nico, c'est un fait, tout revient. Oui, c'est un fait. Mais, on va s'aider maintenant de façon plus philosophique. La réalité, le monde, est-ce que le monde, en fait, c'est des réalités ou c'est des potentialités? Eh bien, si vous lisez le Tractatus de Wittgenstein, vous allez vous rendre compte que la définition du monde, c'est l'ensemble des événements. C'est très surprenant de commencer par les événements comme point de stabilité. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, s'il n'y a pas d'événement, qu'est-ce qu'il y a? En réalité, donc, il dit, Wittgenstein, que ce qui est le monde se découpe en événements. Donc, le peuple autochtone est un événement. Donc, à partir de ces événements, on choisit certains événements, et ça va être en fait cette trajectoire qu'on va appeler réalité. L'avantage de cette vision du monde, c'est que c'est une vision dynamique et non statique. Alors que d'habitude, on y prend plutôt un élément de réalité, donc on se définit avec des objets. On dit voilà, c'est l'objet. Là, en fait, c'est l'espace possible de tous les objets. Donc, c'est leur situation. La situation est très importante, c'est comment on va se placer par rapport à cette situation. Il faudra bien vous rendre compte que
c'est grâce à cet espace mental relativement nouveau dans ce domaine qu'on pourra lutter contre des traités. Parce que si vous vous embrigadez dans un espace de réalité, on va commencer à vous parler de réel politique. On va vous dire que ça ne change pas, que ça change difficilement, qu'on a déjà essayé, donc ça ne changera pas. Et le pire, c'est qu'on va vous convaincre. Or, l'histoire des frontières dans l'humanité, c'est de changer tout le temps. Donc, il faut quand même voir des points d'ancrage qui vont, eux, ne pas changer. Donc, je reparle en fait tout à l'heure, vous voyez, je vous disais pour Lyon, on a les deux tours. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous imaginiez Lyon dans 500 ans. Le plus probable, c'est que vous n'avez pas votre maison. Vous voyez? Et ce que j'essaie de vous dire là, de façon plus humaine mais relativement diplomatique pour l'instant, c'est pour que vous sachiez comment sera Lyon dans 500 ans, c'est bien de la voir comment elle était avant 500 ans. Comme ça, vous vous placez dans la situation où ils étaient eux, vous vous dites, qu'est-ce que je vois il y a 500 ans? Qu'est-ce que je vois moi maintenant, 500 ans après? Ben, vous voyez les églises. Vous voyez? Comme ça, vous allez vous rendre compte pourquoi pour les gens de la diaspora, qui sont une main devant, une main derrière, qui vont dans un autre pays, le premier truc qu'ils pensent à faire, c'est faire au moins une église. Or, les autres qui viennent après, ils pensent faire leur maison. Or, ce qui va rester des années après, ça sera le temple, l'église, etc. Les maisons seront disparues, il y aura un changement de quartier. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? Par exemple, l'espace romain. L'espace romain, c'est Fourvière. L'espace médiéval, c'est Saint-Jean. Quelque chose qui n'a pas vraiment changé, c'est la colline. Quelque chose qui n'a pas vraiment changé, c'est les deux fleuves. Quelque chose qui n'a pas changé, c'est qu'on a mis une ville à un point de croisement de deux fleuves. Ça vous dit rien, ça? Les fleuves importants dans la région là-bas, c'est l'Euphrate et le Tigre. En fait, pour une perspective désertique, l'Euphrate et le Tigre, c'est deux mers. D'eau potable. Essayez de réfléchir à l'Égypte. L'Égypte, c'est le Nil. Essayez d'imaginer le Nil sans l'Égypte. C'est faisable. L'Égypte sans le Nil. Donc ça veut dire qu'ils se sont placés à un endroit complètement stratégique. Si vous regardez la population égyptienne et vous regardez celle qui se trouve à côté du Nil ou loin du Nil, c'est bon, hein, c'est une gaussienne. Vous prenez la distance par rapport au fleuve, c'est bon, ça fait comme ça. Bon. Et quand vous avez le delta, ça commence. Donc finalement, pour moi, l'Égypte, sur le plan géostratégique, c'est un T, la Méditerranée. Vous voyez? Bon. Et c'est évidemment un point de contact encore. Donc là, ce qui serait bien, c'est de définir, eh bien, c'est que, en fait, les peuples autochtones vont se baser sur une stratégie d'un côté et sur une énergie de l'autre. Alors, faites pas attention à ça. Pour l'instant, l'énergie, ce n'est pas le pétrole, hein, dans cette vision-là. C'est d'abord l'eau. Si vous avez juste du pétrole et qu'il faut acheter de l'eau, d'abord, vous savez que l'eau est plus chère que le pétrole. Simplement, vous ne vous rendez pas compte. Bon. Parce qu'il pleut, non? Parce qu'il ne pleut pas de pétrole. C'est ça. C'est ça la seule différence. S'il ne pleuvait pas, je peux vous dire que notre problème, ce ne serait pas le pétrole. Bon. Alors, il nous faut d'une part de l'énergie, d'autre part de la stratégie. C'est à partir de là qu'on va fabriquer de l'économie. L'économie n'est pas le point de démarrage. Donc on le voit dans toutes ces régions-là, on le voit, je continue. Là, on est en 1506. Vous voyez l'Arménie, et vous voyez ensuite avec Trébizonde, et vous voyez aussi Cilicie, Iconium. Donc on est en 1461, 1488, ce n'est pas des dates complètement au hasard. Vous voyez aussi la Caramanie, etc. Donc, on parlait tout à l'heure de l'Euphrate et le Tigre. Je pense que vous pensez que c'est totalement dû au hasard que Bagdad se trouve sur un fleuve et que Mossoul aussi. Vous voyez?
fait Amstram, Bram, Pité, Choléra, et c'est tombé sur un fleuve. Incroyable, hein, quelle chance. Hein. Bon, alors ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a certaines situations qui ne changent pas beaucoup en raison de points de contact fleuve, eau et terre. Vous pouvez imaginer l'Arménie sans eau. Vous voyez quand même la différence. L'arménien de base considère que c'est l'arménien, c'est sec, l'Arménie c'est sec, et que l'Artsakh c'est vert. Vous voyez? En fait, donc, en Artsakh, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est eau. Normalement, vous pourriez dire, si vous êtes arménien hors de Karabakh, vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-haut? Or, c'est très simple, une montagne, c'est une mer verticale. Il ne faut pas que ça soit simplement stable, Madeleine. Il faut que ça soit défendable. Tu vois, par exemple, un désert, c'est stable. On va défendre un désert. C'est impossible. Donc, c'est intéressant comme intervention. Il ne faut pas simplement de la stabilité, il faut de la robustesse. Et la robustesse, comment elle va se définir? C'est la capacité à résister aux résistants, aux attaques. C'est ça la robustesse. Souvent, nous, on fait des choses qui sont très bien, efficaces, comme disait Zola, mais l'efficacité n'est pas forcément robuste. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de l'humanité? La robustesse, dans l'échelle du temps, c'est efficace. L'efficacité, dans l'échelle du temps, ce n'est pas robuste. Donc vous allez voir de nouveau quelque chose qui devrait vous faire plaisir, une fois qu'on a mis au moins au point le langage, c'est que les peuples autochtones ne sont pas efficaces. Ils sont robustes. Et dans le temps, ça devient efficace. Alors je parle de tous ceux qui ont des problèmes entre Arméniens, jamais à se mettre d'accord, on a 40. Vous voyez, on est 5, il y a 4 parties. C'est une blague, parce que forcément en Arménie, on est 5, il y a 6 parties. C'est ça la peine. Il y a quelqu'un qui arrive à être encore ailleurs. On dit, mais comment il a fait? Bon. Eh bien, en fait, en réalité, il faut se rendre compte que ça, on l'aura tout le temps. Tout le temps. Donc ceux qui se disent, c'est bon, on va se retrouver, etc., nous, on fait comme les petits cailloux. Vous voyez, gros cailloux, 3 gros cailloux qui pressent, ça fait des petits cailloux au centre. Les petits cailloux, c'est toujours des petits cailloux. Hein. Ils se mettent jamais à côté. Vous avez vu des cailloux qui se soudent? Non. Mais c'est le peuple des petits cailloux. Il faut accepter ça. Et il faut vous rendre compte de la chose suivante. C'est que les petits cailloux, quand vous avez dans la chaussure, c'est votre pied qui avale, pas les petits cailloux. Ça, c'est important pour la question de passage. Parce que tu lui dis, tu peux passer, mais tu ne pourras pas marcher longtemps ici. Donc c'est très important, c'est une hospitalité symétrique. Vous pouvez venir et vous pouvez partir. Et pour être plus précis, vous pouvez repartir. Vous voyez? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, c'est un endroit où on l'a choisi. On a choisi. Alors quand on repère au départ, on se dit, mais pourquoi par exemple il y a des villages qui sont perchés comme ça dans un endroit? Même en France, en sud de la France, vous avez ce qu'on appelle les villages perchés. Oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? Hein? Alors, c'est difficile pour trouver de l'eau, c'est difficile pour trouver de la nourriture, etc. Mais c'est facile de résister. Donc, ils décident de rentrer dans l'espace du temps, parce que le temps est le seul lieu de résistance à l'espace. Nous, on résiste via le temps, on ne reste pas via l'espace. Donc, il faut trouver un espace difficile. Alors, un espace difficile, c'est une île avec de l'eau. Les gens qui sont sur une île ne se rendent jamais compte que si, dans un château fort, on met de l'eau et des douves, c'est pour le transformer en île. Parce que la mer, l'eau, c'est pénible. Donc, il faut une protection. Voilà. Vous allez vous rendre compte maintenant comment on va passer petit à petit à ce qui nous intéresse avec ce travail de préparation. Là, attention, on est dans la zone 1798. Donc
comme par hasard, vous ne voyez jamais évidemment écrit Syrie, Irak, Mossoul, Bagdad, hein, Kars, Trabzon. C'est quand même, je trouve que c'est surprenant de voir des points de contact aux mêmes endroits, avec des problèmes, moins de points d'impact, et on continue après des siècles à parler de la même chose. Vous vous rappelez, pendant un moment, on était devenu spécialiste de la Syrie, d'un seul coup, on nous a transformés en spécialistes de l'Ukraine, et maintenant on redevient spécialiste de la Syrie. En fait, ça, c'est des gens qui improvisent. Dans cette région-là, on n'improvise pas beaucoup. Alors, vous voyez déjà, parce qu'on va avoir l'Empire ottoman de 1798 jusqu'en 1923, c'est assez intéressant de voir les modifications et de considérer l'espace. Hein, l'espace dans ce cadre temporel. Eh bien, vous allez vous rendre compte, premièrement, que la mer Méditerranée n'est pas une mer fermée. C'est une mer ouverte en 3 points. Bon, donc, quand on est crétin, on la voit fermée. Quand on est moins crétin, on se dit, elle n'est peut-être pas forcément fermée. Quand on est intelligent, on a des ouvertures. Donc, à partir de 1869, on a la création de la 3e ouverture, le canal de Suez. Bon. Avant, on avait donc Constantinople et Gibraltar. Bon. Regardez maintenant la vision anglaise. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre a un rapport quelconque avec Gibraltar, Constantinople et Suez? Oui. Vu où elle est placée, on pourrait se dire quel est le rapport? La Anglaise même. En fait, elle a un rapport avec les trois. On va le montrer maintenant à partir des traités. Et c'est très simple comme phénomène, c'est que quand vous êtes à l'extérieur d'une structure, vous voyez mieux comment y rentrer. Celui qui vit dans la structure ne voit pas comment en sortir. Et celui qui est à l'extérieur regarde. Donc, c'est toujours pareil. Quand vous regardez un mur en stratégie, il faut trouver la porte. Si vous trouvez une porte, il faut chercher la clé. Si vous n'avez pas de clé, il faut trouver le serrurier. Ça va vous donner l'espace tactique, opérationnel, stratégique. Alors, là, on est en 1815, un état intermédiaire, plus dans cette région. Vous voyez quand même une certaine stabilisation. Vous voyez d'ailleurs Gibraltar et vous voyez Constantinople. Là, on arrive en 1878. Alors, en 1878, se passe un phénomène qui va nous intéresser tous. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le grand traité de Berlin. Le traité de Berlin vient remplacer le traité de San Stefano, qui est en fait à Constantinople. Alors, le traité de San Stefano, c'est un traité normal. Qu'est-ce que je veux dire par normal? Les problèmes se situent entre la Russie, donc l'Empire russe et l'Empire ottoman, et San Stefano se trouve à Constantinople, comme c'est un point de contact, et bien évidemment c'est normal qu'il y ait un traité à ce moment-là. Donc, il va se passer très peu de temps entre le traité de San Stefano et le traité de Berlin. Alors, le traité de Berlin, pourquoi? C'est un véritable traité international dans tous les sens du terme et dans tous les sens de la polyvalence. Le problème donc est entre les Russes et les Turcs, et le traité se signe à Berlin. Donc, comme étape intermédiaire, il y a mieux quand même. Hein. Donc vous êtes à l'autre bout de l'Europe, où il y a une situation de crise entre les deux. L'explication est la suivante. Les Russes vont rentrer en Constantinople, les Ottomans sont sur le point de perdre, intervention miracle de l'Angleterre. Ah, monsieur a été surpris. Eh oui, parce qu'elle fait un cas de guerre. Elle dit gagner les Turcs très bien, mais pas dans Constantinople. Pourquoi? Parce que Constantinople, c'est un point de passage. Donc la mer Noire s'unit avec la mer Blanche, à savoir la mer Méditerranée. Donc tant que j'ai un point de contact quadruple, comme ça, avec une zone floue au milieu, ça gêne personne. Dès que quelqu'un fait ça ou ça,
ça veut dire qu'on a pont, fleuve. Donc le pont a gagné, le fleuve a perdu. Ou c'est la mer qui a gagné sur les rives. D'accord? Donc si vous voulez vous entraîner, il y a un jeu qui est très bien, un jeu de stratégie qui s'appelle Hex, H-E-X. Ça se joue sur un hexagone. On ne met simplement que des pièces comme des pierres. On a par exemple 2 joueurs. Et l'idée c'est quoi? C'est que quand vous définissez un côté, vous devez passer en face. Vous avez le droit de poser vos pièces où vous voulez. Et d'un seul coup, s'il se fabrique un chemin qui passe en face, vous allez gagner. Ça a l'air très simple. Vous savez, les choses, si on est très simple en stratégie, en général, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le simple est compliqué et complexe. Alors que des fois, le complexe simplifie. Le jeu est le suivant. Ceux d'en haut veulent descendre en bas, ceux de droite veulent aller à gauche. Dans le traité de San Stefano, l'Empire ottoman perd ce qu'on va appeler la Bulgarie. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce pays? On est en train de parler de Constantinople comme point de passage. On a une intervention anglaise sur le point de passage. Et en fait, le traité concerne la Bulgarie. Si vous les entendez simplement de façon légale, comme dans une cour de justice, vous avez l'impression que c'est des mots complètement différents. Maintenant, on va le transformer. On va parler donc de connexion, connectivité. Alors, la connectivité, ça se touche, c'est connexe. Ça, c'est pas connexe. D'accord? Ça, c'est une distance 0, ça, c'est une distance infinie. On est dans le cadre de la topologie. Donc, ce n'est pas ces distances-là. Ces distances-là n'existent pas. C'est une distance infinie. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Empire ottoman essaie de rentrer en Europe. Une façon de rentrer en Europe, c'est d'avoir accès, c'est sa volonté, à la Bosnie et l'Albanie. Vous vous rappelez qu'on est en 1878, essayez de réfléchir à ces 2 pays maintenant. De l'autre côté, donc, on a la Bulgarie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire au traité de Berlin? En exploitant le cas de guerre anglais, l'Empire ottoman va essayer de récupérer le bas de la Bulgarie, en disant que c'est un point de contact où intervient Constantinople, via la trace. Ils n'essayent pas de récupérer le haut de la Bulgarie, parce que s'ils ne récupèrent pas le bas, ils n'arrivent pas à aller en Albanie et en Bosnie. Donc ce point de contact-là est fondamental, et là, l'effet de coup de billard, que demandent les Anglais? Eh bien, les Anglais font une remarque très intéressante. Ils leur disent aux Ottomans, dites-moi ce que vous nous donnez pour ne rien faire. Il faut être fort en diplomatie. En général, c'est pour faire quelque chose. Là, ils leur disent, si nous on ne fait rien, c'est possible que vous récupériez le bas de la Bulgarie. Si nous on fait, vous ne l'aurez jamais. Alors, pour avoir le bas de la Bulgarie, les Ottomans donnent Chypre aux Anglais. Alors, pourquoi Chypre? Parce que le canal de Suez est ouvert. Donc, le cas de guerre qui s'effectue sur le point de passage de Constantinople est en réalité un prétexte pour avoir accès au point de passage de Suez. Et donc, l'île de Chypre, vous vous rappelez que l'île de Chypre, la Turquie actuelle, dit que c'est un point stratégique, important, fondamental, qu'elle veut le garder à tout prix, et que même s'il n'y avait pas des gens à occuper, elle l'occuperait. Donc c'est assez drôle quand vous savez qu'elle l'a donné à l'Angleterre sans rien. 1878. Donc là, chaque fois que quelqu'un vous dit comme ça, jeune, je parle pour les jeunes, vous voyez un jeune Turc, sans faire le jeu de mots, et il vous dit, voilà, la Chypre c'est important pour nous. C'est pour ça qu'on l'a écrit dans le code pénal, que toute référence au territoire occupé de Chypre est punissable comme pour le génocide arménien de 10 ans d'emprisonnement. Bon. Eh bien, vous pouvez lui répondre, pourquoi vous l'avez donné? C'était si fondamental, parce qu'il faut vous rendre compte que la Turquie actuelle dit que si Chypre est libre, ça la gêne énormément, parce que ça lui bouche la Méditerranée par le bas. Donc en 1878, apparemment, ils n'avaient pas de problème avec la Méditerranée, donc ça ne bouchait rien du tout. En fait, c'est une façon, vous voyez cette partie verte, là où il y a écrit Ottoman, c'est cette partie en fait qui va être connexe
Bon, la connexité semble une chose nouvelle. Je vous rappelle que c'est le principe des autoroutes. Et si vous regardez par exemple ce qu'on appelle le village chez les Romains, si les Romains ont fait leurs travaux de Romains, ils nous ont fait d'abord pour les routes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout des routes? Eh bien, les routes sont traversières. Ça permet d'aller rapidement à un autre endroit. Donc pour les Parisiens, si on a ici, boulevard Haussmann. C'est la même idée. J'écarte les petites rues, pas de barricade, je vais directement. Parce que faire une barricade sur une rue étroite, ça va. Sur une rue large, vous avez un petit problème quand même. Hein. Donc là, vous avez le troisième point, donc le point ici, ici et Gibraltar, qui vont être gérés par ça. Alors pourquoi c'est important? Parce que, on le mentionne, dans le traité de Berlin, il y a une représentation arménienne. Alors ça, on en a parlé aussi avec Mobzel dans l'émission, et soyons plus, prenons plus les détails. Alors, pour le traité de Berlin, on a le vrai traité de Berlin, avec les accords, les vrais, et puis, en parallèle, on a les négociations secrètes. Donc ça a été imprimé. On a accès à Internet là, directement? Non. Bon. Il faut changer ça. Il faut changer. Voilà. Si on avait accès à Internet, donc on irait sur mon site et on irait tout en bas, une section, et je vous montrerai, parce que ça existait à la bibliothèque de la peinture, mais on a réussi à avoir après en accès, le rapport secret de Constantin Karateodori au sultan. Ça, c'est quand même plus beau, ça. Parce que d'habitude, en fait, on a juste le traité. Alors, il y a aussi ce qu'on va appeler des lignes rouges. Les lignes rouges, c'est que le sultan explique à son premier plénipotentiaire, pour la Bulgarie, si on vous donne le haut, ça ne m'intéresse pas. Si on vous donne le bas, je suis d'accord, et le bas se définit jusqu'à là. Si ce n'est pas assez bas, vous dites que vous ne pouvez pas répondre.